Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour nous suivre pour ce conseil communal du 21 novembre 2022. Merci aussi aux nombreux publics d'être présents ce soir pour un point en particulier. Alors ce n'est pas prévu dans notre règlement d'ordre intérieur, mais comme il y a pas mal d'enfants, notamment dans l'Assemblée, les 4 chefs de groupe se sont mis d'accord pour déroger à notre règlement et pouvoir aborder les questions d'actualité relatives à la cessation des activités de la Maison du Peuple en début de séance. Et donc, je vais vous proposer de débuter par ces 2 questions et les réponses qui seront apportées. Je t'en prie, Sébastien. Voilà, merci Xavier. Comme vous, peut-être, j'ai été interpellé par de nombreux citoyens concernant la fermeture annoncée de la Maison du Peuple. Et donc, j'ai souhaité mettre un point d'actualité avec notre équipe concernant ce point. Donc, la Nouvelle Gazette de ce 16 novembre 2022 annonce la cessation des activités de la Maison du Peuple d'Écosine à partir de la fin de cette année. Dans l'article publié, il est notamment fait écho de la situation du club Ping 2000 qui sera, tout comme les autres clubs, à la rue. L'arrêt des activités de la Maison du Peuple aura inévitablement des répercussions sur le tissu associatif écosinois. Plusieurs groupements et clubs sportifs occupent en effet les locaux du bas. Par ailleurs, la salle est louée à différentes associations écosinoises. Quelles solutions envisagez-vous pour caser ces différents groupements qui risquent de se retrouver sans locaux? Et donc, j'ai notamment également reçu un courrier du club de judo qui fait part de ces difficultés. Également, des démarches du club de ping-pong Ping 2000. Il y a également un club de danse, etc. Toute une série de groupements qui occupent le bas. Également, des associations qui occupent les locaux du haut. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour trouver une solution pour tous ces groupements qui sont vraiment en difficulté à l'heure actuelle. Merci. Merci. Nous avons reçu également une question sur le même sujet de Michel Montfort. Je t'en prie, Michel. Oui, donc bonsoir à tous. Donc un peu sur le même sujet, ou tout à fait sur le même sujet. Donc nous avons appris par des camarades ou la presse la situation de la Maison du Peuple d'Écosine, située à l'avenue de la Déportation, et surtout des conséquences de cessation de l'activité sur les nombreuses associations écosinoises. Donc au-delà de l'aspect qui est géré par les propriétaires de l'ASBL, de nombreuses associations bénéficient de ce lieu de manière régulière ou ponctuelle. Il s'agit donc d'un endroit qui profite à l'ensemble des Écosinoises et des Écosinois. Il me revient que l'ASBL, qui gère encore aujourd'hui la Maison du Peuple, lors de sa cessation des activités, fera don de bâtiments au Gué-Logis. L'organe d'administration qui gère cette institution aurait, selon mes informations toujours, accepté ce don. Il me revient également que les gestionnaires du Gué-Logis pourraient envisager la poursuite des activités actuelles moyennant une mise en conformité des installations et une participation financière des clubs et ou des associations. En effet, il ne rentre pas dans les missions du Gué-Logis de gérer une salle. Toutefois, leur ancrage dans notre commune les rend sensibles à la situation de détresse vécue par ces associations. Je ne doute pas que ce soit votre cas également, ainsi que celui des membres du collège et des membres de ce conseil ici présent. Néanmoins, pour permettre une accessibilité démocratique aux clubs plus permanents, en s'alignant par exemple sur les tarifs des autres salles, une participation de la commune serait indispensable pour permettre d'honorer l'ensemble des factures annuelles. Un subside plus conséquent à la destination du Gué-Logis semble être une solution qui permette de répondre à la demande des associations et permettrait d'assurer la continuité de la saison en cours, tout du moins. Une autre solution serait via le biais de l'ASBL Écosport, via son contrat de gestion pour aider les clubs et ses associations. Pouvez-vous nous faire un état de la situation et nous indiquer si des discussions sont en cours sur cette piste et financièrement envisageable pour la commune? Il serait en effet préjudiciable pour de nombreux Écosinois de perdre ce lieu d'activité. Des solutions pourraient être trouvées, notamment à l'extérieur de la commune, mais ces alternatives créeraient des problèmes d'accessibilité et nous perdions des éléments essentiels de notre commune. De plus, si le bâtiment devait être vendu, vous imaginez comme moi que sa destination future serait vraisemblablement un nouveau projet immobilier.
d'une certaine ampleur, vu la proximité avec la gare et la possibilité de vendre également le bâtiment de la Poste. Encourager le Gué-Logis ou l'ASBL Ecosport d'un point de vue financier permettrait donc à la fois de garantir une activité associative importante et nous épargner un nouveau projet immobilier avec les problèmes que celui-ci pourrait engendrer. Je vous demande dès lors d'envisager dans les meilleurs délais une de ces solutions. Je vous prie de croire, Monsieur le bourgmestre, mes salutations. Merci à tous les deux pour ces questions d'actualité. Alors effectivement, je pense que la présence nombreuse des membres de différentes associations qui occupent la Maison du Peuple et qui bénéficient des infrastructures montre à quel point ce lieu est aujourd'hui indispensable dans le paysage écosinois. La réponse aux questions va se faire en deux temps. L'échevin des sports Julien Sleus complétera mon propos, notamment pour évoquer avec vous les besoins des clubs sportifs présents à la Maison du Peuple. Vous l'avez souligné, l'ASBL qui gère la Maison du Peuple cessera ses activités au 31 décembre 2022. Je ne vais pas m'appesantir sur les raisons qui ont conduit à cette décision. La Covid, la crise énergétique n'y sont pas étrangères. Les gestionnaires de la Maison du Peuple ont voulu, jusqu'au bout, permettre un accès le plus démocratique possible pour les usagers des lieux. Malheureusement, la réalité des factures et des impératifs de sécurité sont là et ils ont dû prendre la décision difficile, message, de cesser les activités avant qu'il ne soit trop tard. La Maison du Peuple, ce sont des occupations permanentes, comme le club de judo, Ping 2000, le club de Catal Défense, des danseurs, les cadets de l'armée secrète et bien d'autres, mais également des occupations ponctuelles, associatives. On a les Télévis, les pêcheurs du gouffre, les Gilles, les amis du folklore qui l'occupent de temps en temps, et privés. On y voit de temps en temps également des mariages. C'est donc une grande part de la population écosinoise qui est touchée par la cessation des activités, en ce compris l'administration communale qui l'utilise notamment pour cité d'art, pour l'organisation de pièces en wallon pour les seniors ou encore pour le conseil communal des enfants. Il est du devoir et de la responsabilité des élus que nous sommes de trouver une solution à cette problématique, à la fois récente, mais également très urgente. Alors, quelle solution? Deux orientations me semblent à envisager dans le cas présent si nous voulons être des acteurs de la solution. La première, c'est de trouver des lieux qui puissent accueillir les différentes activités qui se déroulent actuellement à la Maison du Peuple. Et la deuxième, c'est de faire en sorte que les activités puissent se poursuivre au sein de celles-ci. Julien sera plus complet que moi sur la première possibilité, mais après avoir fait un rapide tour des endroits communaux disponibles, force est de constater que peu, voire pas du tout, peuvent accueillir les associations vu les impératifs organisationnels et la place nécessaire pour l'organisation des différentes activités. Reste donc la deuxième solution, celle de faire en sorte que les activités puissent se poursuivre au sein même de la Maison du Peuple. Dans son acte de cessation des activités, l'ASBL qui gère cette Maison du Peuple a effectivement fait don du bâtiment au Gué-Logis et l'organe d'administration a accepté en sa séance du 19 novembre 2022 ce don. Néanmoins, il n'entre pas dans les missions directes du Gué-Logis de devenir un gestionnaire de salle et encore moins d'y consacrer les moyens qui ne sont pas prévus à cet effet. Toutefois, les gestionnaires du Gué-Logis ne voient pas d'inconvénient à examiner la possibilité de donner la faculté aux associations de poursuivre leurs activités à condition que l'impact financier soit nul pour le Gué-Logis. Après une première estimation, il semble impensable que les associations puissent prendre la totalité des dépenses à leur charge, en particulier les dépenses énergétiques. Toutefois, moyennant une aide financière de la commune, cette piste semble envisageable et je trouve que l'idée que nous propose Michel particulièrement intéressante, cette aide qui répond en effet aux objectifs sociaux de l'ASBL Ecosport et au contrat de gestion. Mais il faut bien entendu que l'ASBL Ecosport puisse être refinancé à due concurrence si elle veut aider financièrement les clubs ou le Gué-Logis. Et c'est, je dois vous l'avouer, cette piste, quel que soit le vecteur financier, que je privilégie à ce stade. Il est toutefois encore trop tôt pour avancer à un montant. Je rencontre la direction du Gué-Logis ce mercredi pour discuter d'une projection financière et, a priori, une rencontre entre la direction du Gué-Logis et les responsables des clubs est programmée fin de cette semaine pour discuter notamment de ces aspects financiers. Il faut être également conscient, comme Michel l'a souligné, que si le Gué-Logis devait y perdre financièrement, il n'aurait d'autre choix que de vendre le bâtiment.
La rumeur de plus en plus insistante indique que la Banque de la Poste est également à la recherche d'un emplacement pour implanter ses guichets, ce qui reviendrait à avoir ces 2 bâtiments sur le marché de l'immobilier. Il ne faut donc pas être expert en urbanisme pour imaginer un projet de logement collectif à cet endroit, idéalement situé à 200 mètres de la gare, d'une moyenne surface et à 1 kilomètre du centre de la commune, avec les problèmes que cela pourrait générer, notamment en termes de mobilité. Vu l'urgence de la situation, mais tenant néanmoins compte de la trajectoire financière de la commune dans le cadre de l'élaboration du budget 2023, si cette conclusion est retenue, j'espère pouvoir vous présenter un projet de convention lors du conseil communal du mois de décembre ou du mois de janvier. Et j'espère également que cette solution fera l'objet d'un soutien de l'ensemble des membres de ce conseil. Je pense que le nombre de personnes qui est présent ce soir, ainsi que les différents courriels, messages, lettres, notamment celles qui sont diffusées derrière moi, que nous avons pu recevoir depuis la fin de la semaine dernière, témoignent de l'importance de trouver une solution à ce problème. Je t'en prie, Julien, pour les aspects plus sportifs et pratiques. Merci Xavier. D'abord, moi je tenais à saluer la présence des différents membres des clubs présents aujourd'hui. Et j'ai pu prendre connaissance aujourd'hui des différents témoignages des jeunes judokas que vous nous avez envoyés et qui témoignent vraiment de tout le travail, je pense, important réalisé au quotidien par Vanessa et Serge notamment, et de la belle solidarité présente au sein de votre club. Je tenais à vous remercier, tout le monde ici, pour votre investissement au quotidien au sein de votre club en faveur du sport et de la jeunesse. Alors il est vrai que la situation est très préoccupante, de par le délai déjà très court imposé et le fait que nous soyons en plein milieu de saison. Donc j'ai eu l'occasion de rentrer en contact avec les différents clubs afin de connaître leurs besoins et nous travaillons depuis plusieurs jours maintenant avec Xavier pour trouver des solutions pour permettre aux clubs de continuer leurs activités. Donc, nous avons eu plusieurs réunions, plusieurs rencontres sur le sujet. Nous allons encore en avoir dans les prochains jours, comme Xavier vous l'a mentionné. Donc de notre côté, on a fait le tour des différents bâtiments communaux, mais c'est vrai qu'aucun local ne semble malheureusement adapté, surtout pour le club de tennis de table et de judo. Si je reprenais les besoins au niveau du tennis de table, c'est vrai qu'on a besoin d'un espace au minimum, et là c'est vraiment le minimum de 200 mètres carrés, à savoir que on a besoin de 9 mètres 50 x 4 mètres 50 pour une table, avec une hauteur aussi définie à 2 mètres 75. Et ça, c'est vraiment pour un minimum de 4 tables. Et je pense que le club a aussi besoin de pouvoir disposer de plus. Et vu le niveau national, c'est vrai qu'il y a un besoin aussi de vestiaires hommes et dames avec douche. Et avec, si possible, un coin buvette qui reste indispensable pour accueillir les adversaires. Concernant le judo, c'est vrai que la grande difficulté, c'est de pouvoir garder les tapis qui doivent être à demeure et éviter ainsi de devoir les déplacer. Et là aussi, il faudrait un minimum d'espace de 120 mètres carrés. Et ça, c'est vraiment le minimum pour pratiquer une discipline, mais l'espace requis est quand même supérieur à ça si on veut y faire des compétitions. Pour le Catal, il y avait moins de contraintes à partir du moment où ils pouvaient disposer d'un sol en tapis pour pouvoir amortir les chocs. C'était OK. Pour le club de danse, Évidence qui semblerait avoir trouvé une solution, et le club de country, c'était un peu plus facile, je vais dire, pour déplacer, car ils disposaient de moins de matériel. Donc, comme Xavier le disait, il y a une piste qui se dégage, en tout cas, pour trouver une solution. Les discussions vont se poursuivre encore cette semaine, et nous ne manquerons pas de revenir vers vous le plus rapidement possible. A priori, fin de semaine, avec des solutions plus concrètes, et voilà, le plus rapidement possible. Merci Julien. Sébastien. Oui, merci pour ces réponses. Julien, j'en profite pour te demander un petit peu où en sont les démarches concernant le projet d'extension du hall polyvalent, qui pourrait aussi être une solution pour pouvoir à terme accueillir des clubs sportifs qui sont en demande de locaux. Est-ce qu'on peut déjà annoncer des dates peut-être de disponibilité de ces extensions pour les clubs sportifs à moyen terme ? Non, nous ne pouvons pas annoncer de date parce que ce n'est pas un projet à moyen terme, c'est plutôt un projet sur du très long terme. Donc la première étape est de rénover énergétiquement le hall polyvalent. Donc nous avions répondu à un appel à projet, que nous n'avons pas obtenu, pour tout ce qui est rénovation énergétique.
Donc ce matin encore, nous avons eu des réunions avec le service énergie pour trouver d'autres pistes de financement. Il y a le projet Ureba, Infrasport, qui nous permettrait d'obtenir des subsides. Mais si on regarde la réalisation de ces travaux, rien que pour la rénovation, on n'est pas avant 2026. À ce moment-là, après la rénovation, devra s'en suivre l'étape d'extension. Donc on est déjà parti sur des délais assez longs, quoi. C'est des procédures administratives qu'on doit rendre et avec des délais qui sont fort étalés. Donc sur du court et moyen terme, c'est pas envisageable. Et il y a aussi une salle de sport qui est envisagée par un privé près du rond-point de Restomont. Donc ce serait peut-être à terme aussi une solution. Enfin, je crois que le projet est pour l'instant en cours. Je ne sais pas exactement où ça en est. Oui, il y a un projet effectivement qui est en cours, mais l'infrastructure sportive n'est pas prévue pour accueillir les sports qui sont actuellement à la Maison du Peuple. Donc, d'accord. Voilà. Et par rapport aux locaux de la rue Boulle qui sont actuellement occupés par l'unité guide, est-ce qu'il y a peut-être moyen d'avoir une cohabitation pour permettre à un de ces groupements peut-être d'avoir un lieu si la piste envisagée n'aboutit pas? Ça, nous avions pu regarder aussi. Les locaux actuels ne sont pas assez larges pour pouvoir accueillir les clubs. Et pour le moment, je pense que l'unité guide vient de s'installer. On a encore le CHL qui est en plein déménagement. Donc actuellement, ce n'est pas envisageable. Mais les locaux sont fort petits. Donc, Et une solution aussi qui pourrait être envisagée, c'est peut-être prendre contact avec le club de ping-pong de la Palette, qui a déjà la salle et les infrastructures, pour éventuellement pouvoir aider spontanément le club de ping-pong. Vu les réactions dans la salle, je ne suis pas convaincu que ce soit une piste envisagée par le club. Il faut réfléchir à toutes les solutions. Bien, Michel, est-ce que tu souhaites répliquer? Non, mais je fais le porte-parole de l'ASBL Écosport, donc en tant que président, et je m'engage aussi à faire au sein de conseil d'administration et notre bureau, essayer d'avoir cette volonté de partir sur ce qui me paraît le plus raisonnable dans le premier temps, c'est de pouvoir terminer cette saison au moins jusqu'au mois de juin 2023, pouvoir avoir un peu de sérénité pour terminer cette saison via un subside, et je compte sur votre vote quand il faudra débourser un petit peu de sous. Merci beaucoup. Je vous propose de reprendre le cours prévu de notre conseil communal en excusant les absences d'Alexandra Sauvage, de Julie van der Velden et de Valène de Préter tout d'abord, et de vous solliciter pour l'ajout de 2 points à l'ordre du jour de la séance publique, à savoir l'Assemblée générale de l'intercommunal Aurès et l'Assemblée générale de l'intercommunal YTEC, ainsi que d'un point à la séance à huis clos qui vous a été communiqué. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Oui. Merci beaucoup. Oui, si vous souhaitez... Je vais peut-être suspendre deux petites minutes la séance, le temps que vous puissiez y aller. Il faut voir à hauteur de quel montant.
Voilà, je vous propose donc de poursuivre notre conseil avec le premier point à l'ordre du jour. Il s'agit de l'adoption du procès-verbal de notre séance du 17 octobre 2022. Sébastien? Oui, pas de souci. Pas de souci, à l'unanimité. Je vous remercie. Le deuxième point, il s'agit d'une notification de la tutelle qui a approuvé nos comptes communaux 2021 en date du 19 septembre 2022. Le point 3, il s'agit de la modification budgétaire numéro 1, la notification de la tutelle qui a réformé la décision du conseil communal en date du 19 septembre 2022 également. Le point 4, il s'agit d'une subvention en numéraire direct pour le RFC Ecocine. J'imagine qu'il n'y aura pas de problème. Oui. Je vous remercie. Le point 5, il s'agit de la redevance sur la délivrance du certificat d'urbanisme, les permis d'urbanisme et les permis d'urbanisme en régularisation. Je t'en prie, Arnaud. Merci Xavier. Voilà, donc il s'agit de réformer et de modifier la redevance pour une série d'actes administratifs. Donc vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a la délivrance d'un permis ou d'un document, eh bien une redevance est due. Et donc l'objectif est en fait de faire mieux contribuer les promoteurs immobiliers. Comme vous le savez, notre commune connaît une certaine pression immobilière contre lequel lutte le collège communal. En tout cas, c'est un état de fait. Et donc, il y a un objectif de mieux faire contribuer les promoteurs immobiliers pour la charge de travail qu'ils génèrent pour les services communaux. Mais évidemment, l'objectif est aussi de maintenir ce service à un prix inchangé pour le particulier. Donc pour le particulier qui va construire ou transformer sa maison, eh bien, la redevance reste inchangée. Par contre, on a souhaité introduire une progressivité en fonction du nombre de logements sollicité, et donc je vous expliquerai les détails par après. Une autre orientation dans la révision de la redevance, c'est de mettre une distinction quand on a des permis en régularisation, donc des permis suite à une infraction. À ce moment-là, on estime qu'il y a une meilleure contribution qui doit être prise en compte et prise en charge par le demandeur pour le travail réalisé par les agents communaux et qui, in fine, se répercute sur la collectivité. Alors, une petite précision avant de vous expliquer les montants, c'est de dire que cette redevance est due tant pour un octroi que pour un refus. C'est vraiment la délivrance de l'acte administratif qui génère le paiement de la redevance. Et donc, évidemment, ça ne nous incitera pas à octroyer ou à refuser plus de permis. Ça sera vraiment l'octroi du document, enfin l'émission du document qui fera foi. Et l'objectif du collège, c'est de s'inscrire dans une préservation de la ruralité et du caractère villageois. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on introduit cette progressivité. Alors, par rapport au montant, mais vous avez pu les consulter dans le détail du point, eh bien, à partir de 2 logements et plus, eh bien, nous avons une majoration de 200 € par logement qui entre en ligne de compte. Par contre, pour tout ce qui est délivrance d'un permis pour une seule habitation, donc vous avez le détail, hein, il y a une distinction entre les certificats d'urbanisme, les permis d'urbanisme et autres, eh bien, le coût reste inchangé et il y a également une majoration qui sera d'application en cas de permis en régularisation. Voilà, à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci Arnaud. Sébastien? Oui, donc notre intervention touche aux points 5 et 6 qui concernent tous les deux des redevances en matière d'urbanisme. Nous avons examiné avec attention la délibération relative à la redevance sur les certificats d'urbanisme, permis de régularisation ainsi que la redevance sur les permis d'urbanisation. Au préalable, nous avons interrogé le directeur financier, Eric Ménil, le 10 novembre, afin de voir ce qui augmentait par rapport au passé. Il nous a répondu en précisant ceci. Pour le point 5, une augmentation pour les certificats d'urbanisme numéro 2, une augmentation par logement créé pour les permis d'urbanisme quand il existe plus d'un logement. En outre, une nouvelle catégorie est créée, permis d'urbanisme de régularisation. Pour le point 6, en cas de modification du permis d'urbanisation, le montant ancien était de 75 €. Le nouveau montant proposé est de 120 €. Contrairement à ce qui est dit dans la dernière heure de ce 17 novembre par les chemins de l'urbanisme, cette décision impactera bien le citoyen écosinois. La question est de savoir si ces nouvelles taxes empêcheront
les projets d'envergure de notre commune, bien entendu, il n'en sait rien. De nouveau, j'ai lu la presse de la semaine dernière. La majorité actuelle tente de nous faire croire que via ces redevances, elle va préserver le caractère rural de notre commune et préserver le portefeuille de nos citoyens. En effet, selon elle, ces nouvelles taxes toucheraient uniquement les promoteurs immobiliers. Non, il n'y a pas que les promoteurs immobiliers qui demandent des permis de régularisation. Ça touche également les citoyens. Tout d'abord, il faut rappeler que la commune dispose depuis toujours de tous les outils nécessaires pour préserver le caractère rural de la commune, mais force est de constater qu'elle ne le fait pas. L'échevin de l'urbanisme nous a dit qu'il fallait un règlement communal pour arriver à garder le caractère rural. Et maintenant, il nous faudrait de nouvelles taxes. Le but, toujours le même en veille de campagne électorale, faire croire que l'on veut préserver le cadre rural des écocines. Mais force est de constater qu'avoir le nombre d'appartements qui grouillent actuellement sur écocines, qu'on n'y arrive pas. Alors, par ailleurs, que représente cette somme? Un appartement vendu actuellement 250 000 € sera vendu demain à 250 200 €. Ça ne va en rien préserver le cadre rural de notre commune et impacter les promoteurs immobiliers. Alors, M. Guérard nous dit que ces taxes viseraient uniquement les promoteurs, mais cela touche également les particuliers. Par exemple, imaginons une grande maison unifamiliale de 7 chambres près de la gare, la maison du docteur Méus, par exemple, maison qui ne répond plus aux standards et nécessités actuelles. Le propriétaire d'un tel bien pourrait avoir envie, sans être promoteur, de le diviser. Ce serait d'ailleurs un comportement respectueux de l'environnement favorisé. Pourtant, ce citoyen sera lui aussi taxé et il verrait sa taxe augmenter s'il lui venait l'envie de diviser son bien en 3 coquets appartements parfaitement intégrés. Alors je pense que les finances des écocines sont dans le rouge, tout le monde le sait, et votre volonté, c'est de remplir les caisses, et je pense qu'on n'est qu'au début du processus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je t'en prie, Arnaud. Oui, mais donc je pense qu'il y a une erreur de compréhension de votre part par rapport au document, parce que voilà, c'est un petit peu difficile de répondre à une telle intervention, mais donc pour un permis d'urbanisme, prenons cet exemple, eh bien, un citoyen qui demande un permis avec un délai de 30 jours, le montant était de 35 €, il reste inchangé avec la majoration pour un logement, donc ça porte ce montant à 85 €, ce montant ne bouge pas. De même que pour les différents types de permis, donc de 70 à 75 jours, c'était 50 €, ça reste 50 €. Et pour les permis qui nécessitent des demandes d'avis, notamment auprès de la région, en 115 jours avec une enquête publique, ça reste 75 €. Et donc, les montants n'ont pas bougé pour le particulier, ça c'est un fait. J'invite chacun à consulter la délibération qui est en plus accessible en toute transparence sur la plateforme délibération.be. Ces montants n'ont pas bougé et donc, en effet, ce qu'on ajoute, c'est une progressivité à partir de 2 logements et plus. Et donc, par le passé, il n'y avait pas de distinction entre les projets d'un logement et ceux de plus d'un logement que l'on peut assimiler à une promotion immobilière. Et donc, l'objectif aussi, c'est d'éviter des demandes successives malgré des refus de la commune. On le voit à certains moments, eh bien, certains promoteurs n'hésitent pas à, malgré des décisions de refus, réintroduire et revenir à la charge de manière successive. Eh bien, il est normal que le juste coût du travail soit répercuté sur ce promoteur qui en effectue la demande, sans quoi ce serait le citoyen, tout un chacun, vous et moi et les différents habitants, qui, quelque part, payeraient pour la charge de travail et les frais de recommandés et autres imputés par ces demandes. Donc évidemment, ce n'est pas le seul outil qui va permettre de maintenir le caractère rural et villageois d'Écocines, mais c'est un outil parmi d'autres pour faire mieux contribuer les promoteurs immobiliers, et c'est bien normal. Et je vous annonce que notre guide communal d'urbanisme est en préparation et sera bientôt proposé à adoption. Et ça va être un outil qui va permettre aussi de revoir drastiquement les gabarits des projets, notamment de faire du Ré+2 la norme au centre d'Écocines. Et j'espère qu'on pourra compter sur votre soutien par rapport à cet outil. On sait que par le passé, vous y êtes opposé à plusieurs reprises, ce qui ne nous aide pas, je dois bien le dire, dans le cadre de certains permis où voilà, nous aurions pu, si ce travail de guide communal avait avancé plus vite, eh bien déjà
modifier ou bloquer certains projets. Dernier point, les régularisations. Eh bien, oui, c'est normal que si un projet est en infraction, et quelque part, on dissuade de procéder par la voie du fait accompli. Ce n'est pas normal que certains citoyens soient confrontés à des constructions en infraction à proximité de chez eux et que quelque part, par la suite, on revienne à la charge pour régulariser. Mais là encore, il y a une progressivité et la majoration est plus importante quand il s'agit d'un projet d'immeuble ou de logement collectif. Et pourtant, donc ça s'est vu malgré certains immeubles ont pu présenter certaines infractions. Et rappelons-le, là devront payer également la majorité pour l'ensemble des logements créés dans l'immeuble. Donc voilà pour les explications. Et donc, encore une fois, le citoyen qui rénove sa maison ou transforme son habitation particulière, lui aura un montant de taxes complètement inchangé, de redevances complètement inchangé par rapport au passé. Je pense qu'il faut être cohérent dans le discours. D'un côté, vous dites que vous voulez préserver le cadre rural, et puis quand il y a des projets d'envergure qui sont présentés au collège, vous donnez le feu vert. Enfin, je vois encore pas plus tard que le projet de construction d'appartements à la butte du Velier, vous avez donné le feu vert pour le projet qui est parti maintenant à la région wallonne. Et donc, vous ne pouvez pas ainsi avoir un double discours en disant que vous voulez préserver le cadre rural. Il suffit de voir un petit peu avec Cosine tous les projets de construction d'appartements qui fleurissent partout, de dire que vous voulez préserver le cadre rural. Et donc, encore une fois, mais après on s'écarte un petit peu du débat, je pense que par le collège communal et le conseil, quand il s'agit de permis voirie, a montré son souci de respecter le cadre rural du village. Maintenant, évidemment, on subit une pression immobilière qui est due à la proximité notamment avec Bruxelles, l'attractivité du village. Mais en aucun cas, on ne voit fleurir à Écosine des projets de l'ampleur de ce qu'on peut le voir à Braine-le-Comte, par exemple. Là, ce sont des centaines d'appartements qui sont construits d'une pièce. Rappelez-vous aussi les différents refus, par exemple, sur le plateau de la carrière de Restomont, où par le passé, le collège a refusé l'inscription en site à réaménager. Rappelez-vous les différents refus par rapport au projet à l'Avdel, où là, tout un lotissement était proposé sur des terrains de prairies agricoles. Rappelez-vous aussi le dernier refus de 18 appartements à la rue Cuvelier. Donc je pense que le collège prend ses responsabilités et applique des décisions de refus quand c'est justifié et quand nous avons aussi une chance d'être suivis par les instances régionales. Car rappelons-le, il y a bien aussi un droit de recours des promoteurs auprès du gouvernement wallon. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce point particulier? Donc je le rappelle, des certificats d'urbanisme, permis d'urbanisme et permis d'urbanisme en régularisation. Non, est-ce que je peux avoir votre vote? Qui est pour? Qui est contre? Le nouveau et une abstention. Et donc le projet est adopté par 11 voix pour, 6 refus et une abstention. Je vous remercie. Le point suivant, même s'il y a déjà eu un teasing sur le sujet, est relatif à la redevance sur les permis d'urbanisation. Voilà, merci Xavier. Donc en effet, je pense que le débat a déjà eu lieu, mais le principe est le même. Et donc, un permis d'urbanisation, donc c'est un des documents qui doit être sollicité par un promoteur quand il souhaite faire une opération de promotion groupée, donc avec plusieurs habitations. Et donc, c'est le préalable pour définir la densité prévue et le schéma général d'occupation, ce qu'on appelait par le passé un lotissement, et puis par après, le promoteur doit solliciter à chaque fois un permis d'urbanisme dont on vient de parler. Bien donc, on garde une progressivité aussi dès l'étape du permis d'urbanisation. Et donc, pour le permis d'urbanisation, c'est un montant de 120 € par logement créé et pour la demande de création de logement qui est appliquée. Et donc, on applique ça sur la densité maximum qui est sollicitée par le promoteur. Et donc, l'objectif, c'est évidemment que le promoteur soit incité à voir la densité au plus juste et à ne pas charger la barque. Il y a une modification de permis d'urbanisation, ça, quand ça n'implique pas des modifications
du nombre d'habitations, mais ça concerne par rapport des prescriptions. Ça peut être des choses, on va dire, plus succinctes. Et puis, il y a 200 € supplémentaires si des logements devaient être ajoutés dans un permis en cours. Voilà pour les modifications proposées. Merci Arnaud. J'imagine que le débat ayant déjà eu lieu, je peux procéder directement au vote. Même vote? Oui, donc le projet est adopté par 11 voix pour, 6 non et une abstention. Le point suivant est relatif à la redevance pour la ludothèque et je vous propose de coupler les deux points avec également son règlement d'ordre intérieur. Je t'en prie, Dominique. Merci Xavier. Donc voici. Donc en fait, vous en rendez compte, l'espace Philomène se dynamise et se diversifie de plus en plus. Après l'installation de notre bibliothèque communale, différents services tels que les seniors, la culture, la participation citoyenne, la jeunesse ont aussi intégré le bâtiment, ainsi que des logements de transit. Mais l'espace poursuit aussi son développement maintenant et un service qui est au service de la population. Donc, il y a une arrivée dans la continuité de la nouvelle bibliothèque communale qui a été inaugurée dernièrement, vient s'adjoindre une ludothèque qui est un nouveau projet qui part au niveau de la bibliothèque. Et donc, par rapport à cela, il y aura une redevance qui sera demandée au niveau des utilisateurs. Et c'est une redevance que vous propose d'accepter sur les budgets 2023 à 2025. Donc, au niveau de la redevance, en fait, il y a 50 centimes qui seraient demandés par jeu pour une durée de 14 jours. Voilà. Et alors, 1 € par jeu pour une durée de 14 jours aussi pour les jeux qui ont une valeur supérieure à 20 €. Et supérieure à 20 € et inférieure... Ah, j'ai oublié ici, pardon, je n'ai pas l'habitude avec ça. Voilà. Et 40 € inférieur à ça. Donc je recommence, ainsi sera clair pour tout le monde. Une redevance qui est fixée comme suit, à 50 centimes par jeu pour une durée de 14 jours, pour 2 jeux qui ont une valeur d'achat inférieure ou égale à 20 €. 1 € par jeu pour une durée de 14 jours, pour les jeux qui ont une valeur d'achat supérieure à 20 € et inférieure à 40 €. Une redevance de 2 € pour une durée de 14 jours toujours, pour les jeux qui ont une valeur supérieure à 40 € ou égale à 60 €. Et une redevance de 2,50 € pour les jeux pour une durée de 14 jours et qui ont une valeur supérieure à 60 €. Donc la valeur d'achat correspond aussi à une valeur inscrite sur une facture. C'est-à-dire qu'au niveau du prêt, on compte aussi sur une utilisation par l'utilisateur, mais une bonne utilisation en bon père de famille. Donc, toute prolongation aussi, il y aura une poursuite de l'emprunt, donc par une nouvelle redevance qui sera demandée pour la prolongation. En cas de jeu abîmé ou irremplaçable, l'emprunteur devra rembourser à l'administration communale le jeu au prix en vigueur au moment de la constatation du caractère irremplaçable du jeu ou de son importante dégradation. Donc, par cela, on entend le fait que le jeu ne sera plus utilisable dans un bon ordre tel qu'il doit être. Donc ça, c'est la proposition de redevance. Alors, au demeurant, au-delà de cela, il y a un règlement qui sera aussi adjoint. Donc, notre règlement intérieur. Et en fait, ici, c'est toute la méthodologie par rapport au prêt. Donc, on sait qu'une ludothèque n'est pas une garderie, et ça, on tient à le dire. C'est-à-dire qu'on peut venir essayer les jeux en famille pour voir si le jeu convient par rapport à une activité à la maison, mais pas venir déposer les enfants pour qu'ils viennent s'amuser au niveau de la ludothèque. Donc cette ludothèque, elle est assise au niveau de l'espace Philomène. Les heures d'ouverture seront du mercredi de 13h à 19h, le vendredi de 13h à 19h, avec une modification d'horaire pendant les vacances d'été, où là, la ludothèque sera accessible de 13 à 17h. Le samedi de 8h30 à 12h30, qui sont aussi les périodes d'ouverture de bibliothèque, et en juillet aussi restreinte de 9h à 12h. Donc les jeux sont mis
à disposition dans un espace public. Et donc, les jeux sont donc la propriété de la ludothèque. Ça, on tient aussi à le dire. Donc, tout prêt doit revenir. Au niveau de l'article 4, toute personne qui fréquente la ludothèque doit y être préalablement inscrite. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une location de jeu à une personne de moins de 18 ans. Il y a toujours aussi, au niveau du respect des règles de la législation, sur les responsabilités personnelles. Au niveau de l'article 5, le prêt est possible uniquement pendant les heures d'ouverture de la ludothèque et qui sont les 3 moments qui ont été exprimés antérieurement. Donc 2 jeux maximum par famille et avec une durée de 14 jours. Ça, c'est le canevas qu'on a déterminé par rapport à l'utilisation de la ludothèque. Au niveau de l'article 7, il appartient donc à l'emprunteur de vérifier le jeu s'il est complet, en bon état lorsqu'il est emprunté. Dans l'hypothèse où l'emprunteur constate au moment de l'emprunt que le jeu n'est pas complet ou qu'il est abîmé, il est tenu de le signaler au ludothécaire. Maintenant, il est un fait qu'il y aura une double vérification. Il y aura une vérification retour par nos agents en charge de la ludothèque et donc aussi par l'emprunteur qui vérifiera aussi. Ainsi, il aura conscience de l'état du jeu et qu'il soit aussi conscient que le jeu doit revenir en l'état. Au niveau de l'article 8, donc voilà, l'emprunteur s'engage à restituer le jeu en bon état. Au niveau de l'article 9, en cas de restitution tardive, donc une indemnité de retard sera réclamée suivant la redevance, ce qui est déjà un point qui était dans le point antérieur, donc concernant la redevance. Au niveau de l'article 10, ici je ne vois pas bien sur le 10 est au-dessus en fait. Donc l'emprunteur remet le jeu, s'il le remet sale ou incomplet, mais il s'expose à différentes sanctions. Donc le degré 1, il devra reprendre le jeu pour une période de 2 semaines ou même conditions de location afin de tenter de retrouver là où les pièces manquantes, donc de récupérer chez lui s'il a perdu des pièces et de les ramener, ou si c'est sale, de le remettre en état conforme. Au niveau du degré 2, le jeu est abîmé, non rendu ou pour lequel il manque trop de pièces pour continuer à l'utiliser donc correctement. Donc à ce moment-là, il devra le remplacer par un nouveau jeu identique, cette hypothèse étant celle à privilégier, soit être remboursé à la ludothèque au prix actuel du jeu, ce qui est tout à fait dans la logique. L'article 11, tout litige non résolu suspend le droit d'emprunter jusqu'à résolution de celui-ci. Ce sont des règles qui sont de mise dans toutes les ludothèques ou autres lieux de prêt tels que les bibliothèques. L'article 12, la ludothèque se réserve le droit de retrancher toute question non révoquée dans le présent règlement et la ludothèque décline aussi toute responsabilité en cas d'accident. L'article 14, tout usager prend connaissance du présent règlement et en accepter le contenu. Et en cas de non-respect du présent règlement, l'accès à la ludothèque pourrait être retiré au niveau de l'emprunteur. Et alors, au niveau de ces documents, il y aura des exemplaires qui seront aussi à disposition. Ils seront signés par l'emprunteur. Et d'un autre côté, l'ensemble des documents seront aussi édités sur le site communal. Merci Dominique pour ces explications très complètes sur le projet de règlement. Sébastien. Oui, merci Dominique pour ta présentation. Simplement, je voulais savoir si le règlement, tu t'es inspiré d'un règlement qui existait déjà ailleurs et que tu as un petit peu mis à la sauce écosinoise, ou c'est un nouveau règlement qui a été fait par tes services En fait, on se base toujours sur des règlements qui se trouvent en extérieur. Je crois qu'en tant que nouvelle structure qui se met en place, on utilise aussi l'expérience des autres. Bien sûr. D'accord. Donc c'est un bon procédé. C'est mis à la sauce locale. Et puis quand on voit l'ensemble, c'est ce qui est déjà prescrit dans l'ensemble des législations aussi. Et je tiens aussi à remercier le service
qui y a travaillé, mais aussi notre directeur financier qui a aussi apporté des remarques par rapport à ce qui était proposé. D'accord, ok. Enfin, je voulais m'assurer qu'on n'allait pas devoir essuyer les plâtres au début et que c'est un règlement qui fonctionnait déjà dans d'autres communes, quoi. Disons que c'est un règlement qui contraint certaines choses, mais une contrainte par rapport à l'utilisation des jeux. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'il y aura une double vérification, celle des professionnels, les agents locaux, et d'un autre côté, quand l'emprunteur va emprunter le jeu, mais qu'il vérifie aussi. Ça veut dire qu'en vérifiant le jeu, l'état du jeu, au moins la personne qui emprunte prend conscience aussi que c'est un prêt et que le retour doit être dans le même état. D'accord, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux avoir votre vote? Oui. À l'unanimité. Merci beaucoup. Point suivant, il s'agit du rapport annuel sur les synergies du CPS entre le CPS et la commune qui vous ont été présentés tout à l'heure. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Merci. Le point 10, c'est le compte 2021 du CPS. Oui, on était étonné qu'il soit seulement présenté maintenant. On m'a dit qu'il était passé au mois d'avril au CPS. Comment ça se fait qu'il est seulement présenté maintenant à la commune? Nous attendions donc l'avis du directeur financier, comme il a pris ses fonctions au mois de septembre. Il a pris le temps d'analyser un peu les choses, vu qu'il ne connaissait pas l'institution avant de pouvoir remettre son avis sur le compte. D'accord. Pas de problème? Merci. Oui. Sur le compte? Sur le compte, on s'abstiendra comme nos conseillers de CPS. Vous vous abstenez? On suivra l'avis de nos conseillers CPS. Ça va. Donc, il est adopté par 11 voix et 10, oui. 10, 11. Oui, Philippe est d'accord. 11, oui, et 7 abstentions. La modification budgétaire numéro 2 du CPS. Est-ce qu'il y a des questions? Donc on suivra aussi l'avis de nos conseillers CPS qui sont abstenus sur le point. Et donc, même vote, 11 votes pour et 7 abstentions. Le point 12, il s'agit là du budget du CPS pour l'année 2023. Aussi, on suivra l'avis de nos conseillers CPS qui sont abstenus sur ce point. Donc, le budget du CPS est adopté par 11 voix pour et 7 abstentions. Alors, nous arrivons dans les intercommunales. L'Assemblée générale de l'intercommunale pure de financement du Brabant Wallon du 13 décembre 2022. J'imagine qu'il n'y a pas de problème à l'unanimité. Je vous remercie. L'intercommunale IMIO qui gère l'informatique pour l'Assemblée générale du 13 décembre également. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. À l'unanimité, je vous remercie. Alors, les points 15 à 24, il s'agit des différentes conventions entre la commune et les associations pour l'occupation des lieux, à savoir le foyer culturel de l'AFDEL et le préau de l'École du Sud pour la Ligue des familles, la conciergerie de l'École du Sud pour l'ASBL du Mois, le foyer culturel de l'AFDEL pour Vie féminine, le foyer culturel de l'AFDEL pour Éco-Secours, le foyer culturel de l'AFDEL pour le club de philatélie, le foyer culturel de l'AFDEL pour le club de danse en ligne, le foyer culturel pour le Patro Sainte-Marie à Goretti, le foyer culturel pour le club de mouches l'éphémère, le local de la Bassée pour les Scosignoux et le comité du centre historique, et une petite rectification par rapport à la convention avec le CIHL pour les locaux à la rue Jacques Marboul. Sébastien. Oui, donc moi j'interviendrai uniquement concernant le point 24 relatif à la convention d'occupation à titre précaire pour les associations récurrentes relatif aux locaux à la rue Jacques Marboul pour le cercle d'histoire locale. Dans la délibération, il est proposé de modifier la convention d'occupation à titre précaire du 19 septembre pour le CIHL. Il est proposé de modifier l'article 9 de la convention et de passer d'un préavis de 2 ans à 1 mois. Or, l'article 2 de la convention du 19 septembre prévoit une durée de préavis de 6 mois. Et vous souhaitez modifier l'article 9 et pas modifier l'article 2 de la convention du 19 septembre. Tu peux répéter ta question, s'il te plaît? La convention, on veut modifier la convention du 19 septembre. C'est ça. On veut modifier l'article 9. Oui. On veut le faire passer de 2 ans à 1 mois. C'est bien ça. Mais l'article 2 de la convention du 19 septembre prévoit
un préavis de 6 mois. Oui, mais ce n'est pas le même type de préavis. Il y a 2 préavis différents. Donc, il y a le préavis qui est remis de commun accord. Et puis, il y a le préavis si on constate qu'il y a une dégradation dans les lieux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 2 durées de préavis différentes. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ce délai d'1 mois est beaucoup trop court pour les aînés du CIHL de pouvoir se retourner pour trouver une solution. C'est à leur demande qu'on fait la modification. Donc, Oui, mais c'est pas, ils n'ont pas demandé 1 mois, ils demandent que ce soit au moins 6 mois. Enfin, d'après les... Et ici, il est mis 1 mois. Ou alors, c'est peut-être une coquille. Enfin, à mon avis, c'est une coquille alors. Logiquement, c'est la même convention que pour les guides et pour la Croix-Rouge. Il est noté 1 mois. Pour moi, c'est une erreur parce que 1 mois, c'est. Imaginez. Julien. Je vous propose une suspension de séance le temps de faire les vérifications administratives. Mais on est bien d'accord, donc on a vérifié, c'est bien 1 mois qui est prévu pour les autres associations guides et Croix-Rouge, mais c'est bien dans le cadre du non-respect de la Convention, et donc c'est à partir du moment où délibérément l'association, ce qui a priori n'est quand même pas le cas des amis du CIHL, que l'on devrait mettre fin à l'occupation, c'est s'il y a des dégradations volontaires, etc. Donc, s'il était possible de passer ce délai à 6 mois, parce que bon, vous imaginez, ça paraît un peu... Donc on est sur une occupation qui va débuter, enfin qui débutait, je reprends ici les guides, le 1er octobre, qui se reconduit de manière tacite annuelle, et le délai de préavis normal n'est pas d'1 mois. Ici, on est vraiment sur un préavis. Donc, le préavis normal, il est lui de 6 mois. Donc, si on décide de mettre fin à l'occupation parce qu'on veut récupérer la jouissance du local, etc., là, c'est bien 6 mois. C'est ce qui est prévu dans l'article 2 de la Convention. Par contre, s'il y a des dégradations, imaginons qu'une association décide d'y faire des dégradations volontaires, de casser les vitres, etc. Là, c'est quelque part une expulsion dans un délai d'1 mois. Donc, oui, d'accord. Donc, on peut être d'accord par rapport à ça, s'ils ne doivent pas en 1 mois. Non, ils ne doivent pas en 1 mois. Ils ne doivent pas en 1 mois partir. Ouais. Sauf s'ils cassent tout. Casser, mais bon. Je pense que c'est pas je vois mal M. Mazoui et M. Desguin commencer à détruire. C'est pas le genre de la maison. Ok, on peut être d'accord alors par rapport à ça. Ok, merci. Bien, donc moyennant ces explications, j'imagine que vous êtes d'accord pour les points 15 à 24 ? Oui. Merci beaucoup. Le point 25, il s'agit d'un bail amphithéotique. Je t'en prie, Julien. Oui, voilà, donc il s'agit tu peux passer au slide suivant, d'un bail amphithéotique passé avec le CPAS d'un terrain situé à la rue d'Elval. Donc il se trouve juste derrière le terrain de foot, de Marche des Écossines, et à côté du cimetière. Et donc voilà, ce bail il est prévu en vue de pouvoir y placer une zone à vocation sportive et ludique, donc dans le cadre du projet de construction d'un Agora Space. On avait envisagé cette zone. Qui a pour avantage pour moi de pouvoir étendre l'espace disponible existant en termes de sport et de jeux, plaine de jeux, et ça permettrait également de ne pas surcharger la zone de plaine avec des activités supplémentaires, et donc voilà, ça permettrait d'étendre ce qui est existant. Ben merci en tout cas d'avancer dans le dossier. Romain, lors d'un précédent conseil communal, avait d'ailleurs posé la question sur le sujet, donc merci pour le bon suivi. Voilà, merci. J'imagine qu'il n'y a pas d'autres questions. Je peux avoir votre vote ? Oui. À l'unanimité. Merci beaucoup.
Alors, le point suivant, il s'agit de la réhabilitation de l'église du Sacré-Cœur et de la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la scénographie. Je t'en prie, Arnaud. Voilà, donc le dossier de réhabilitation de l'église du Sacré-Cœur se poursuit. Et donc, pour rappel, nous avions, via notre opération de développement rural, introduit un dossier d'addendum qui nous avait permis d'obtenir un montant de subside d'1,6 million, qui nous permet de donner une deuxième vie à l'église du Sacré-Cœur en le réhabilitant en espace socio-culturel, donc avec une fonction culturelle marquée, mais en un lieu polyvalent. Et donc, suite à l'octroi de ce subside, nous nous sommes fait accompagner par l'intercommunal Ygretec qui nous accompagne tant pour la mission de bureau d'études et de maîtrise d'ouvrage. Il y a toute une série de consultations et de travail qui sont en cours, avec notamment des premières esquisses que vous avez sous les yeux qui ont pu être présentées. Donc, dans le cadre de cette mission, Ygretec souhaite faire appel pour un petit marché complémentaire à une mission de scénographie, et ce qui est l'objet du point complémentaire, comme ce n'était pas prévu dans la mission de base. Donc simplement pour vous remontrer les premières esquisses qui sont encore tout à fait temporaires et sujettes à modification ultérieure, mais l'objectif c'est de pouvoir d'une part disposer d'un espace scénique qui permette d'organiser des activités culturelles. Donc il y a notamment un gradin rétractable qui est envisagé, c'est encore sous réserve, je me permets de le souligner, qui permettrait d'avoir des activités de type spectacle, conférences, spectacles scolaires notamment ou autres, mais également d'avoir une certaine modularité, vous le voyez sur les vues, de pouvoir replier différents éléments logistiques pour se mettre en configuration marché couvert, par exemple, pour différentes activités. C'est ce qui était prévu dans notre fiche projet et ce pourquoi nous avions obtenu le subside. Néanmoins, pour les configurations de type spectacle, eh bien, ça demande une certaine expertise particulière parce qu'il y en a toute une série d'équipements scéniques qui doivent être conçus et qui, là, demandent de pouvoir faire appel à des professionnels du domaine, expertise que Ygretec n'a pas complètement en son sein. Et donc, c'est pour ça que on vous propose de valider le principe d'une convention in-house et pour un marché d'un montant de 43 000 € qui permettra alors à Ygretec de continuer sa mission. Voilà, et donc avec un objectif d'introduire un dossier projet le plus rapidement possible pour pouvoir introduire le permis d'urbanisme et faire valider cela auprès de nos instances subsidiantes encore dans le courant de l'année 2023 si possible, avec une phase chantier qui serait à ce stade planifiée à partir de l'année 2025-2026 si tout va bien. Voilà pour les explications et à votre disposition si vous avez besoin de précision. Merci Arnaud. Sébastien ? Est-ce qu'il y aura encore d'autres marchés connexes qui risquent de nous être présentés par rapport à ce projet, par rapport à ces études préalables ? Oui, donc il y aura probablement encore deux marchés. Un petit marché par rapport à l'acoustique, parce que ça c'est un point très important dans ce type de salle, mais là on est vraiment sur des montants beaucoup plus réduits. Et alors il y aura le marché de travaux qui là sera vraiment l'essentiel des travaux et du projet, où là les montants seront plus conséquents. Donc voilà, ce sont encore les deux marchés qui a priori devraient vous être présentés en conseil communal, bien évidemment. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, est-ce que je peux avoir votre vote ? Oui. À l'unanimité ? Merci beaucoup. Alors, le point suivant au niveau de l'environnement, il s'agit de la composition de la commission locale de développement rural. Les compléments par rapport à la composition de la commission. Je t'en prie, Arnaud. Oui, tout à fait. Mais donc, comme suite au débat et discussions qu'on avait eues lors du précédent conseil, eh bien, nous ajoutons deux représentants. Donc, pour le quart politique, Pierre Rompato, qui représentera le groupe Ensemble. Et alors, nous avons ajouté, comme convenu, Monsieur Gays comme représentant citoyen.
Tous deux ont d'ores et déjà pu être invités à la première réunion de manière à ce qu'ils puissent, voilà, s'ils étaient disponibles, participer aux premiers travaux. Et ceux-ci vont se poursuivre avec la prochaine réunion le 14 décembre. Un tout grand merci en tout cas à tous les citoyens qui s'impliquent dans cette opération de participation citoyenne. Et simplement de vous dire qu'on envisage de présenter un nouveau point pour ajouter des membres dans un délai de quelques mois, parce qu'on veut que cette commission puisse être assez flexible, et donc que si des nouvelles candidatures citoyennes devaient arriver, qu'on puisse au fur et à mesure les ajouter. Et donc, pour éviter d'avoir un point au Conseil chaque mois, on attendra un petit délai, mais voilà, je vous annonce déjà la couleur, et que d'ici quelques mois, on refera une mise à jour alors de la composition de la CLDR. Merci en tout cas d'avoir respecté vos engagements vis-à-vis de Stéphane Guez qui avait été fait lors du dernier conseil communal. Voilà. Néanmoins, nous devons voter à bulletin secret comme il s'agit de personnes. Donc, monsieur le directeur général va vous distribuer les bulletins pour procéder au vote. Alors, je pense que Arnaud, pour... on va se battre sur les dates de naissance. Et donc la composition de la CLDR est adoptée par 17 voix pour et 1 voix contre. Je vous remercie. Le point suivant, au niveau de l'état civil, il s'agit de la désignation de plusieurs salles communales en vue de célébrer les mariages. C'était déjà le cas pour la salle ici de la Grand Place et la salle des associations. Nous ajoutons la salle de l'espace Philomène, qui sert de backup ou dans le cas où cette salle-ci n'est pas accessible. Sébastien. La réflexion que je me faisais à la lecture des différents endroits, c'est qu'il n'y a pas d'endroit sur Écosine-Lalin et pas d'endroit sur Marche. Enfin, voilà, certains des Écosinois sont sensibles au village avant la fusion des communes. Il se fait qu'on a 3 endroits à Écosine-d'Anguien, et je me demandais pourquoi vous n'avez pas prévu des endroits. Parce que je pense qu'il n'y a aucun endroit public à Marche des Écosines. Il y a Écosine-Lalin qui peuvent recevoir les mariages dans des conditions qui soient correctes à la fois pour les mariés et pour leur suite. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle
c'est d'abord cette salle-ci du conseil qui est proposée. Alors on utilisait la maison des associations, mais vu que maintenant nous avons l'espace Philomène, on propose de l'utiliser parce que ce sont aussi 3 salles qui sont accessibles full pour les personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas par exemple de la maison communale de Marches-les-Écossines, si on prend celle-là, ou encore, je ne vais même pas parler des bâtiments du CPS vu qu'ils ne sont pas communaux, mais du CPS, et même ils n'ont pas la taille pour pouvoir accueillir ce lieu, et il faut que ce soit un espace dont la commune est le seul et unique propriétaire. Et donc, voilà, si vous connaissez d'autres lieux publics, neutres, et dont la commune est le copropriétaire sur Marches-les-Écossines et Écossines-Lalin, mais je pense que ça n'existe pas. Vous savez que certains conseillers autour de la table sont très sensibles à la défense de certaines localités avant la fusion des communes. Ça n'a pas l'air de l'émouvoir beaucoup. C'est celui auquel je pense. Et qui passe de manière anonyme sur RTL. Pour le moment, nous, c'est la mousse à la rue Lefort. Donc, un dossier à la fois. Bien, donc j'imagine que ça ne pose pas de souci pour les 3 salles qui sont proposées. Je vous remercie. Et le dernier point, au niveau du logement, il s'agit du formulaire complété en vue de l'accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés. J'imagine qu'il n'y a pas de souci. Nous avons donc les 2 points supplémentaires, à savoir l'Assemblée générale d'Orès qui se tiendra le 15 décembre 2022. J'imagine qu'il n'y a pas de problème non plus. Et celle d'Hygrotech qui se tiendra à la même date. Pas de problème, je vous remercie. Alors nous passons aux questions. La première qui est posée par Arnaud Delaverre au niveau de la boucle du Hainaut. Je t'en prie Arnaud. Donc, question à M. Xavier Dupont, ligne à haute tension, demande d'information. Elia a déposé auprès du service public de Wallonie une demande de modification du plan de secteur en vue de l'inscription du tracé d'une toute nouvelle ligne à très haute tension reliant Avelgem à Courcelles. Long de 86 km, ce projet de ligne à très haute tension traverserait le territoire d'une douzaine de communes énuières. Malgré les réductions de publicité induites par les règles particulières édictées en période Covid, l'enquête publique a généré plus de 22 000 réactions, traduisant l'inquiétude et l'incompréhension de nombreux habitants face à l'ampleur inédite de ce projet et au choix d'Elia de passer à travers tout, en total mépris des règles de base d'un bon aménagement du territoire et des engagements même de la déclaration de politique régionale wallonne qui prévoyait pour le projet Boucle du Hainaut de limiter au maximum l'impact négatif sur les paysages et sur l'environnement. Ces réactions citoyennes ont entraîné dans chaque commune impactée par le projet de tracé des votes, souvent unanimes, des conseils communaux pour demander le retrait du projet d'Elia. Face à cette véritable fronde locale, le ministre Borsu a décidé de faire réaliser une contre-expertise. À ce stade, le ministre Borsu n'a pas encore pris position sur cette phase cruciale de la procédure. Pourriez-vous nous préciser si vous avez eu des échanges avec le cabinet du ministre ces dernières semaines? Si oui, quelle en était, le cas échéant, la teneur? Pourriez-vous nous faire le point sur le dossier récemment? Demande d'information. Merci Arnaud pour cette question. Alors la dernière contre-expertise qui a été menée par le professeur Westerman, malheureusement elle va dans le même sens que celle des précédentes, à savoir de favoriser le courant alternatif au courant continu. La commission des bourgmestres de la boucle du Hainaut s'est réunie pour la dernière fois le 7 octobre. Il a été décidé d'interpeller le ministre Borsu afin de dérégionaliser le dossier dans la mesure où tant la région wallonne que la région flamande sont concernées, vu que nous considérons que le projet de boucle du Hainaut est intrinsèquement lié à celui de Ventilus et que donc il n'appartient plus aux régions du pays mais bien à l'État fédéral de pouvoir prendre le dossier en main. Les multiples sorties dans la presse relatives donc, au projet Ventilus témoignent de la similarité des questionnements sur le territoire flamand et wallon quant aux besoins et aux solutions techniques à apporter pour rencontrer ces besoins. Pour rappel, il y a un certain nombre d'experts qui préconisent l'utilisation du courant continu qui, lui, peut être enfoui, contrairement au courant alternatif. C'est notamment la proposition qui est faite par l'ASBL Révolte et qui a encore été rappelée au Premier ministre cette fois-ci, vu qu'il y a cette demande de dérégionalisation, ainsi qu'au CEO d'Elia par rapport aux opportunités technologiques et surtout par rapport à la situation actuelle et notamment
la crise énergétique que nous connaissons et le renforcement, aux yeux de certains, des centrales nucléaires pour pouvoir approvisionner les différentes régions d'Europe en électricité. Aussi peut-on s'interroger de l'opportunité de l'étude ELIA qui a été publiée cet été sur l'enfouissement de la ligne boucle du Hainaut sur le seul territoire wallon, comme si quelque part le territoire flamand n'existait pas. Donc à un certain moment, les experts d'ELIA nous disent que c'est maximum 8 km sur la totalité de la ligne en région wallonne. Mais si c'est 8 km en région wallonne, est-ce que c'est 8 km sur l'ensemble de la ligne, donc Ventilus plus boucle du Hainaut, ou bien est-ce que c'est uniquement boucle du Hainaut, même si c'est une solution que nous rejetons, mais on estime que les explications qui nous sont données, qui en tout cas ont été fournies dans l'étude d'ELIA, ne sont pas assez claires que pour pouvoir prendre en considération cette étude qui par ailleurs est publiée par le promoteur du projet, donc dont on peut remettre en question l'objectivité, même l'objectivité scientifique. En effet, l'échelle wallonne de ce dossier inhérente à la procédure d'aménagement du territoire semble à présent bien dérisoire au vu des enjeux énergétiques nationaux, voire, je viens de vous le dire, supranationaux. Cette prise de recul au niveau fédéral permettrait sans doute d'élever le débat aux enjeux de la transition énergétique nécessaire à notre société, davantage que sur la polémique du transport d'énergie local, offrant ainsi la possibilité de projeter le territoire belge dans les 25 prochaines années, bien au-delà des délais administratifs de la révision du plan de secteur. Et nous sommes à ce stade dans l'attente d'une réponse de Monsieur le ministre par rapport à cette proposition donc de dérégionalisation et de pouvoir remettre le débat et les études au centre du débat. Ok, merci. Alors, la question suivante est posée par Sébastien Deschamps et Bernard Rossignol au niveau du folklore. Je t'en prie, Bernard. Oui, donc une question sur le folklore, comme vous le dites. Par le passé, de nombreuses ducasses fleurissaient à Causines. Les ducasses de Belle-Tête, de la Bassée, de Croisette, de Lavdel, de la Rengaine, Restaumont, la Gare, n'en sont quelques exemples. À voir le nombre de comités de kermesse qui ont disparu ces dernières dizaines d'années, ces organisations restent toujours fragiles sur le long terme. Aujourd'hui, bon nombre de celles-ci ont disparu. Restent les ducasses du quartier central et des Marchous. Celles-ci subsistent grâce au travail acharné d'une poignée de bénévoles qui s'investissent dans leur temps libre durant leur congé. Nous profitons de l'occasion pour les remercier pour ce travail de jour comme de nuit. Ces activités sont pour certains Écossinois un des seuls divertissements durant les vacances. À la sortie de la période de Covid, cette année, les 2 ducasses qui existent ont réduit leur programme. Le comité de l'Oberbayern de Marche des Écossines semble aussi connaître des difficultés pour trouver des bénévoles. En résumé, il semble que c'est principalement des bras qu'il manque. Même si ces organisations sont indépendantes de la commune d'Écossines, la commune d'Écossines peut leur venir en aide. De nouveaux Écossinois qui viennent s'installer à Écossines aimeraient pouvoir s'intégrer dans le tissu associatif écossinois, mais ils ne savent pas toujours à qui s'adresser, n'osent peut-être pas toujours faire la démarche. Pourquoi ne pas proposer aux différents comités un espace dans le bulletin communal pour présenter leurs activités ? Une plateforme du bénévolat a été créée. Que comptez-vous faire pour mettre en lien les citoyens d'Écossines qui sont prêts à donner un coup de main au comité de kermesse? Que comptez-vous faire pour épauler ces organisations? Quelle aide supplémentaire pourriez-vous apporter? Que pensez-vous d'une table ronde avec les différents responsables des associations? Merci. Je t'en prie, Dominique. Merci Xavier. Monsieur les conseillers, Bernard, Sébastien, je vous remercie pour votre question qui m'a interpellé et à laquelle, en tant que membre du collège émanant du monde associatif, je vais vous apporter réponse. Donc, je confirme que le secteur de nos ducasses locales a évolué en symbiose avec notre société, avec le bouleversement des aspirations individuelles tout en étant lié aux réalités de la vie. De plus, il est évident que divers contextes ont entravé et entravent toujours la vie du monde associatif. Les complications rencontrées par le secteur, c'est l'ensemble des porteurs de projets qui y sont confrontés. Je tiens ici aussi à les honorer pour leur pugnacité d'investissement. Depuis des années, le monde associatif est aussi victime de son succès. Le développement des projets n'a pas toujours été de concert avec une progression, voire le renouvellement des équipes de bénévoles. Ce contexte finit par engendrer une situation difficile par la genèse d'un déséquilibre entre l'activité grandissante et l'équipe d'encadrement.
Diverses causes en sont responsables et à celle-ci, le contexte difficile du Covid a développé un scénario funeste et nous voici maintenant confrontés à la crise énergétique que nous traversons. Le bénévolat se raréfie de plus en plus et cela malgré l'engagement de quelques nouvelles individualités. Comme vous le dites bien, les associations sont indépendantes de la commune, qui apportent déjà un soutien important de par divers prêts consentis, les subventions allouées ou encore les diverses interventions de nos équipes. Ce qui nous est possible d'apporter est réalisé, et cela dans les limites légales qui sont de mise. Concernant l'information des nouveaux écosinois, l'expérience m'a aussi montré que le contact informel et direct avec les responsables des activités permet de lier justement connaissance et de s'y investir, et j'ai eu plusieurs expériences par rapport à cela. Pour ce qui est du sujet d'un possible espace dans le bulletin communal, pour rappel, un appel avait déjà été lancé dans la publication de février dernier. Aucune demande n'est parvenue à la commune, néanmoins l'ouverture est toujours envisagée par le service de la communication et donc par l'ensemble du collège. Concernant la plateforme de bénévolat, j'ai déjà apporté une réponse antérieurement à la question la concernant qui m'avait été posée à l'époque par Pierre. L'analyse faite nous permet d'avancer que la population écosinoise utilise préférentiellement les réseaux sociaux afin de communiquer. Sur ce sujet, j'épiloguerai en vous annonçant que je compte proposer au collège de rompre la convention qui lie notre commune à cette plateforme. D'ailleurs, d'autres communes ont fait aussi le même constat et se dirigeraient aussi vers un épilogue de partenariat. Quant à vous dire épauler les associations, je me dois de vous dire que ni la commune, ni le collège, ni moi-même n'avons à nous immiscer dans leur vie. Pour votre parfaite information, sachez qu'aucune demande ne nous a été adressée non plus par rapport aux associations que vous avancez. Au demeurant, je me permettrai de vous faire remémorer la réaction des responsables de l'Oberbayern Marchois quant à la sortie anticipative au sujet de ce soir sur Facebook. Réaction très claire, mettant en avant le refus de toute politisation de l'association par l'intervention de quelle politique que ce soit. Faut-il aussi rappeler que la sortie sur Facebook avait été pointée, voire enflammée, par ces mêmes responsables de l'Aubert. De plus, je vais profiter pour la ducasse du quartier, qu'elle est ici représentée par divers représentants et bénévoles, dont mon ami Michel Montfort, à qui je me permets de lui passer la parole quant au sujet de l'intervention. Oui, donc je ne me rappelle pas que la ducasse du quartier central ait un jour fait appel à des bénévoles autrement que par le biais du bouche à oreille. Et tous les jours, lors de la ducasse ou des différentes interventions, nous invitons tout un chacun à venir intégrer le groupe. C'est une ouverture. Beaucoup se proposent le jour. Ah ouais, je vais venir vous aider, mais en concrétisation, on se retrouve toujours les mêmes autour de la table. Voilà, donc j'invite tout le monde maintenant à venir le 18 décembre à fêter Noël ensemble, qui est une activité de la ducasse du quartier central et qui aura encore une fois lieu avec tous les membres bénévoles existants encore, mais de nouveaux sont là. Il y a des jeunes et ils sont là. Merci Dominique. Merci Michel. En fait, vous devez quand même être conscient et vous devez savoir que le collège reste toujours à l'écoute de toute doléance, de demande du secteur en question ou des autres secteurs. Et cela en garantissant aussi la totale indépendance, car on ne peut s'intégrer dans le développement des associations qui sont, comme tu l'as bien dit, comme vous l'avez bien dit dans la question, indépendantes. Maintenant, si vous, en tant qu'éco-sinois Caillot, vous avez envie de vous remonter les manches, vous y serez probablement les bien accueillis ou pas. Merci Dominique. Sébastien.
Oui, merci Dominique pour ta réponse. Je dois dire que je participe à toutes les kermesses, donc je suis chaque fois présent à la fête du quartier central. Michel, je crois que tu peux dire que tu me vois Tu chaque année. participes en tant que consommateur, mais pas en tant que remontant de manche. Ah, mais je participe à toute une série d'autres associations, tu sais, où Oui, je donne oui, un mais- coup de main, ça je peux te le Oui. dire, je pense que je m'investis quand même pour la commune. Alors, par rapport à ça, donc, vous savez, j'imagine que pris connaissance de l'indexation importante et l'augmentation de prix de toute une série de produits. Et donc, on espère que lors de l'élaboration du budget 2023, vous tiendrez compte de cette augmentation du coût de la vie et vous indexerez le subside octroyé à ces groupements. Alors, dans notre programme électoral, nous avions proposé d'acheter un chapiteau qui serait mis à disposition des associations. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de l'idée. Alors, pourquoi non pas lors de la cérémonie d'accueil des nouveaux éco-chinois qui rassemble chaque année les citoyens nouvellement arrivés dans la commune, pourquoi n'inviteriez-vous pas les principaux représentants de Ducasse à Écosine afin de les présenter, faciliter les contacts entre les nouveaux citoyens écosinois qui cherchent, eux, à s'intégrer et les comités de kermesse qui cherchent peut-être à étoffer leur rang. Par ailleurs, ce serait bien que la commune d'Écosine mette ces groupements à l'honneur. Vous avez des dizaines de bénévoles dans les comités qui travaillent, comme Bernard l'a dit, jour et nuit. Je pense que ce n'est pas un luxe de recevoir chacun de ces groupements dans la salle du conseil et de les remercier tout simplement autour d'un verre de l'amitié. Voilà. En fait, ce sont toutes des questions complémentaires. Voilà, donc Non, ce sont des propositions qu'on fait. Avant de recéder la parole à Dominique, je pense que la réplique qui est offerte aux conseillers après la réponse d'un membre du collège, c'est pour pouvoir réagir à ce que le membre du collège vient de dire. Ce n'est pas pour reposer une kyrielle de questions. Or, On ne ici, repose pas c'est des questions, clairement le cas de reposer, de profiter de l'occasion pour ne pas avoir donné l'objet principal de la question de manière anticipative, comme c'est prévu dans le règlement, et de l'amener en réplique. Donc, si Dominique a envie de répondre, il répondra. Mais j'aimerais bien qu'à l'avenir, on en revienne à l'essence, qui est d'avoir un échange sur une question de base, une réponse d'un membre du collège et une réplique sur la réponse qui vient d'être donnée, et pas de revenir avec une question ou des questions supplémentaires. Je pense que nous sommes très conciliants et larges par rapport aux débats qui peuvent s'installer au sein du conseil communal, et je demanderai à tout le monde d'être correct vis-à-vis des membres du collège qui doivent parfois avoir du temps pour préparer les réponses lorsqu'il y a des éléments techniques qui doivent peut-être être apportés. Merci. Nous revenons simplement avec des propositions constructives. Je ne dirais qu'une seule chose, c'est que les proposeurs ne sont pas les payeurs. Ouais, mais Merci j'insiste quand même. Dominique. La question est clôturée. Bernard voudrait réagir. La réplique a été donnée et il y a eu une sur-réplique de Léchevin. Je pense que si vous ne voulez pas respecter les règles, malheureusement, je dois en revenir au règlement. C'est dommage de devoir redevenir à quelque chose de strict parce qu'il y a trop d'écart. La prochaine question nous est posée par Vincent Dirix. Au niveau des luttes contre les discriminations. Je t'en prie, Vincent. Merci Xavier. C'est une question qui s'adresse à l'échevin de la lutte contre les discriminations. La déclaration de politique générale de cette mandature fait une part assez importante à la lutte contre les discriminations liées à l'origine, la nationalité, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, etc. La déclaration parle d'un plan de lutte. Je voudrais savoir où on en est dans ce programme. Merci Vincent. Je t'en prie, Julien. Bonsoir Vincent, donc je vais faire un petit rétroact de ce qui a été mis en place. Donc, nous avions commencé le programme de lutte contre les discriminations par un volet culturel qui a malheureusement été stoppé par la crise sanitaire avec une conférence en novembre 2019, Tapette Gwyn, l'insulte à l'orientation sexuelle par Laurence Rosier, qui est linguiste et professeur à l'ULB, et en décembre par la projection du film Temblores, qui parlait de thérapie de conversion. Alors en 2021, nous avons mis en place des ateliers visant à lutter contre le cyberharcèlement et le harcèlement scolaire. Donc la période Covid nous permettait d'agir sous certaines conditions dans les écoles. Et donc nous avons été au sein des différentes écoles de l'entité, et différentes bâches Shut Up ont été réalisées à la suite de ces ateliers et sont installées à proximité des écoles participantes. Alors l'objectif de ces bâches, c'était d'interpeller les parents et les citoyens par rapport au harcèlement scolaire.
Alors cette année, elle est marquée par la collaboration entre le plan de cohésion sociale, le CPS et les CHFINA de la lutte contre les discriminations. Donc nous avons été sélectionnés dans le cadre d'un appel à projet qui est consacré à la lutte contre le racisme et que nous avons souhaité élargir à d'autres discriminations. Donc, dans ce cadre, il a été proposé des formations à destination des deux administrations, donc CPS et communes. Toute une série de livres a été offert à la bibliothèque. Un spectacle de Moustalargo, Sherazade et Le Rêve inachevé, donc, qui interpelle le public sur des thèmes d'actualité tels que le vivre ensemble, les violences, le respect, la misogynie, l'homophobie, a eu lieu au sein de la maison de repos. Donc, actuellement, il y a la création d'un livre photo qui est en cours de réalisation et donc qui va reprendre toute une série de clichés qui représentent la lutte contre les discriminations qui est menée à Ecocine. Donc, d'ici quelques semaines, voilà, quand le projet sera terminé, nous le présenterons. Et actuellement également, donc d'octobre à décembre, il y a une douzaine de séances de micro-trottoirs qui sont organisées par le groupe d'insertion du CPS et qui interpellera le citoyen sur le harcèlement. Alors bientôt, il y aura la mise en place du Conseil consultatif de lutte contre les discriminations, qui regroupera différentes thématiques comme la lutte contre le racisme, l'homophobie, l'égalité homme-femme, les personnes différentes en collaboration avec Véronique Sgalari, je précise, et voir d'autres thématiques en fonction des demandes du citoyen. Et donc l'objectif de ce conseil, c'est vraiment d'être un relais bidirectionnel du citoyen vers le politique et du politique vers le citoyen. Donc voilà, d'un côté, de rapporter des problèmes rencontrés dans la vie quotidienne ou des situations améliorées, mais aussi de pouvoir proposer des actions aux politiques. Et donc voilà, le but sera de travailler ensemble et de faire émerger plein de projets. Merci Julien. Vincent? Bravo pour ce boulot et bravo aussi pour l'implication du CPS et de l'ECHFINA des personnes handicapées. Ça montre qu'on peut travailler dans une commune au niveau communal sur des domaines qui sont habituellement laissés plutôt au Parlement, les questions de société en gros. Et je trouve ça très bien qu'on puisse faire ça avec Ecocine. Merci. La question suivante est posée par Sébastien Deschamps au niveau des finances communales. Je t'en prie, Sébastien. Ah oui, là, yes, ok. Donc voilà, la commune d'Ecocine est partenaire de l'AIS Promo Logement depuis plusieurs années. Elle est représentée tant au sein de son conseil d'administration que de son assemblée générale. Ce partenariat permet non seulement aux propriétaires des bâtiments situés à Ecocine de les mettre en location sans souci et avec une garantie de revenus, mais il permet surtout aux personnes en difficulté de louer un logement à prix modéré. Au regard du manque criant d'habitation sociale en Wallonie, c'est une offre qui répond à une demande de la partie la plus vulnérable de la population. Par ailleurs, le CPS d'Ecocine et l'AIS Promo Logement ont renforcé leur collaboration depuis septembre dernier en organisant une permanence de l'assistante sociale de l'AIS dans les bureaux du CPS. Le partenariat avec l'AIS de Soigny est conditionné par le paiement annuel d'une participation financière. Ce dernier n'a jamais posé de problème jusqu'en 2020. En effet, notre commune n'a pas encore acquitté sa participation ni pour 2021 ni pour 2022, malgré les sollicitations de l'ASBL relayées à plusieurs reprises par Stéphane Roman, conseiller CPS qui siège au sein de son conseil d'administration. Ecocine est la seule commune partenaire de l'AIS qui est en retard de paiement. Pouvez-vous justifier ce retard cumulé par le versement des participations financières de 2021 et 2022? Quelles sont les mesures prises pour résorber ce retard tant que l'AIS ne réclame pas encore d'intérêt de retard? La participation financière pour 2023 est-elle bien prévue au budget communal 2023? Le collège communal souhaiterait-il dénoncer son partenariat au détriment des propriétaires et locataires écocinois? Pour quelles raisons? Et donc j'ai ici sous les yeux un courrier qui est adressé le 11/10/2022 par l'ASBL Promo Logement, signé par Simrine Boès, la présidente, et Aurore Hermès, la directrice gérante,
adressée au bourgmestre d'Écosine, dans laquelle elle fait part de ses manquements au niveau des paiements. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette question. Alors, comme je ne doute pas un seul instant de votre examen attentif, notamment de la modification budgétaire qui a été approuvée au mois de septembre, vous aurez remarqué que le montant de la cotisation pour l'AIS était prévu lors de cette modification budgétaire qui est revenue à approuver, on l'a dit en début de séance, de la tutelle en date du 27 octobre. Et donc, il n'était pas possible d'effectuer le versement plus tôt. Monsieur le directeur financier m'assure que celui-ci sera fait pour la fin du mois de novembre au plus tard. À l'heure actuelle, le projet de budget 2023 est en cours d'examen et un montant est prévu pour honorer la cotisation pour l'année prochaine. Et comment ça se fait que ça n'a pas été payé l'année précédente? Pour cette année-ci, ok, mais pour l'année précédente, comment ça se fait que ça n'a pas été payé alors que toutes les autres communes ont payé? Il n'y a pas eu de différence de traitement pour Écosine, donc... Est-ce que je dois vous rappeler que Madame la directrice financière n'a pas été là depuis le mois de novembre jusqu'au mois de fin août, pardon. Et donc, malheureusement, le paiement n'a pas pu être effectué à ce moment-là et nous avons fait en sorte de le rectifier le plus rapidement possible, à savoir lors de la modification budgétaire. Parce qu'il y avait quand même un receveur régional qui était là pour faire les paiements à ce moment-là, en principe. À ce moment-là, il n'y avait pas de receveur régional. Je pense que vous avez loupé quelques étapes dans la gestion de notre administration au cours des 12 derniers mois, monsieur. Enfin bref, s'il était possible à l'avenir de payer rapidement les factures, parce que je consulte régulièrement les courriers communaux et je vois régulièrement des rappels de paiement d'entreprises, etc. Il y a parfois des mises en demeure pour des factures qui ne sont pas honorées dans les temps, s'il était possible d'y être attentif à l'avenir. Mais donc le principe est toujours le même et ce sont essentiellement des factures liées à des contrats énergétiques. Il y a un budget qui est prévu. Lorsqu'il y a une augmentation des montants, il faut attendre une modification. Alors, soit une modification budgétaire, soit lors de l'initiale du budget suivant, on peut inscrire aux exercices antérieurs. Mais tant que les moyens ne sont pas disponibles, il n'est pas possible d'honorer les factures. Mais j'imagine que vous avez occupé la fonction des chefs des finances pendant 6 ans. Je ne devrais pas avoir à rappeler les mécanismes qui prévoient que l'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'il n'y a sur les articles budgétaires d'une commune. Oui, mais je vois que parfois il y a des intérêts de retard à payer et c'est quand même l'argent du citoyen, il faut le rappeler. Bien, oui, il faut rappeler effectivement que c'est l'argent du citoyen. Je pense qu'on ne va pas refaire l'historique financier de la commune. À votre place, je ne l'attendrai pas avec impatience. La prochaine question était posée par Madame De Préter au niveau de l'environnement. En son absence, j'imagine que c'est Monsieur Deschamps qui va la poser. Au début, c'est Sébastien, puis c'est Monsieur Deschamps. C'est comique. Voilà, donc, question à Monsieur Arnaud Guérard, échevin de l'environnement, nouvelle pollution de la rivière, la Sennette à Écosine, demande d'information. Une énième pollution de la Sennette a été constatée à Marches des Écosines ce samedi 5 novembre 2022 en matinée. Des mousses blanchâtres s'accumulaient à nouveau à hauteur d'une vanne. Que comptez-vous faire face à ces pollutions à répétition? Demande d'information. Merci. Je t'en prie, Arnaud. Oui, donc voilà quelques informations par rapport à ce sujet qu'on a d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer en d'autres occasions. Mais donc en effet, nous avons reçu plusieurs signalements pour de la mousse à proximité de la vanne à la rue Lefort. Un suivi immédiat a pu être effectué. Donc, nous avons relayé et effectué des signalements auprès du DPC, le département de la police et des contrôles, donc là, ce qu'on appelle communément la police de l'environnement. Évidemment, je partage votre indignation et le caractère inacceptable de retrouver des atteintes à l'environnement telles que celle-là. Mais sachez que la volonté de la commune et la mienne également, c'est de ne pas laisser sans suite les constats d'atteinte à l'environnement. Voilà, je pense modestement, on a pu le démontrer sur une série de dossiers où à chaque fois, eh bien, on en effectue le suivi. Donc, on fait en tout cas en sorte que ça ne reste pas sans suite quand c'est possible et singulièrement quand ça vient du zoning pétrochimique.
Alors ici, mais je peux vous confirmer qu'il ne s'agissait pas d'un incident tel qu'on avait pu le vivre dans le cas de l'incident Unilin. Donc quand à ce moment-là, dans l'entreprise Extraterme, il y avait eu le déclenchement des sprinklers qui avaient causé un débordement de mousse important qui s'étendait alors là sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Donc dans ce cas-là, la proactivité de la commune avait permis de confondre le contravenant et un PV avait été dressé par la police de l'environnement et l'exploitant a d'ailleurs dû modifier ses process. Dans le cas qui nous occupe, eh bien, plusieurs signalements ont été effectués, notamment en septembre, le 12, le 27, en novembre également. Vous mentionnez le 5 novembre, j'ai également eu la possibilité de me rendre sur place et malheureusement, nous avons encore été amenés à effectuer des signalements le 17 et le 18 novembre dernier auprès de la police de l'environnement. Alors là, celle-ci a pu se rendre sur place à plusieurs reprises, a effectué des prélèvements et a fait un test qui a permis d'établir la présence de détergents, une présence localisée, entre guillemets, du détergent, c'est du savon. Et donc, la cause exacte n'est pas encore identifiée. Il faut savoir qu'on paye aussi une qualité des eaux de la Sonnette qui n'est pas bonne. Et donc, c'est un travail de longue haleine pour y remédier. Et comme vous le savez, il y a encore de nombreux points de rejet, malheureusement, dans la Sonnette, tant de particuliers que de certaines infrastructures. Et donc, il y a une analyse et des investigations qui se poursuivent par la police de l'environnement, auxquelles on apporte notre collaboration, bien évidemment. Donc, la police de l'environnement s'est engagée à établir un rapport circonstancié par rapport à tous les signalements. De notre côté, avec la commune, on procédera à un relevé exhaustif de tous les points de rejet dans la Sonnette en amont de la rue Lefort, avec un recensement des différentes exploitations, zoning, habitations particulières potentiellement émettrices. Donc on effectuera ça en collaboration avec le contrat de rivière Seine, qui est notre partenaire en la matière. On a également demandé une veille constante au niveau de la rue Lefort par notre gardienne de la paix. Et donc journalièrement, elle passe pour établir si de la mousse est observée, de manière à établir éventuellement une fréquence ou une certaine récurrence par rapport à ces apparitions, qui peuvent aussi être accentuées par les précipitations ou des phénomènes de remous. Donc voilà, en l'état, nous attendons, une fois cette période d'investigation écoulée, le rapport circonstancié du DPC, qui, lui, sera en charge d'établir et d'identifier le contrevenant et de prendre les sanctions le cas échéant. Merci Arnaud. Sébastien. Oui, donc merci pour ta réponse Arnaud. Petite précision, d'après les informations qui sont transmises par les riverains, souvent ces pollutions se déroulent après 17h et le week-end. Donc ce serait peut-être intéressant de le signaler à la gardienne de la paix qui fait des passages réguliers, que c'est souvent à cette période-là que ça se produit. Et donc nous, on aimerait bien vraiment avoir des résultats parce qu'on a l'impression que régulièrement, on fait des constatations d'usage a posteriori. On aimerait vraiment bien que ce problème écologique soit résolu à moyen terme. Voilà, merci. Voilà, mais j'entends bien et je transmettrai évidemment. Je pense qu'il y a toujours les dossiers qui font l'actualité et sur lesquels on a l'occasion de s'exprimer dans la presse. Il y a un gros travail de l'ombre qui est effectué tant par la commune, les services et le collège. Et je pense qu'on sous-estime vraiment le nombre d'atteintes à l'environnement qu'on est amené à traiter par rapport à la Sonnette. Il y a ce point de la rue Lefort qu'on examine maintenant, mais je peux vous dire qu'on a traité également et qu'on traite des problématiques similaires au niveau du Mignot, où là il y a des mousses en quantité assez importante qui sont identifiées. Encore récemment, il y avait de fortes charges organiques dans la Sonnette avec une couleur très noire qui avait été observée, pour lequel on a fait des signalements au DPC. Et donc
la qualité de l'eau doit s'améliorer de manière générale, mais il y a un travail de longue haleine à faire. Mais pour terminer peut-être sur une note positive, eh bien, le contrat de rivière nous a signalé récemment le retour de l'épinoche dans la Sennette. Donc ça veut dire que du poisson revient, donc la qualité de l'eau s'améliore progressivement. Ça doit encore être amélioré, mais c'est un signe que progressivement les actions commencent à payer. Évidemment, vous me verrez le premier réjoui qu'on puisse accentuer encore le mouvement et que les choses puissent s'améliorer dans l'avenir. Merci. La prochaine question est posée par Pierre Rompato au niveau de l'informatique. Je t'en prie, Pierre. Oui, une question à monsieur Julien Sloys, qui est aussi échevin de l'informatique. Donc on ne lui pose pas uniquement des questions sur la jeunesse et sur les sports. Souvenez-vous, en septembre dernier, le CPS de Moucron a été victime d'une cyberattaque, ce qui a donné comme conséquence que des PC sont devenus inutilisables, que des données ont été cryptées, etc. Ça a duré pendant une bonne dizaine de jours avant un retour à la normale. Donc on aimerait savoir, monsieur Julien Sloys, quel mécanisme vous avez mis en place pour éviter une pareille mésaventure à notre commune. Merci. Je t'en prie, Julien. Merci Pierre pour ta question. Effectivement, le cas vécu par le CPS de Moucron est assez inquiétant, interpellant du moins. En tout cas, l'évolution en la matière informatique, fait qu'une commune, comme une entreprise ou autre ASBL, ne peut plus éviter la question de sécurité informatique, vu que la majorité des services fonctionnent avec des logiciels informatiques. Donc, il était vraiment primordial, en tout cas, de définir une politique de sécurité à mettre en œuvre et à respecter au jour le jour. Donc, pour ce faire, nous avons effectué au sein de notre administration communale un audit de sécurité fait par une société externe. Et le résultat de ce dernier donc, a été pris en compte par notre service informatique afin d'améliorer la protection de ce système. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, il s'agit quand même de questions de sécurité, mais je vais quand même vous énoncer quelques éléments comme l'audit de l'ensemble des équipements et des configurations techniques qui a suivi par une correction des anomalies détectées, l'implémentation d'un système de mailing en collaboration avec un consultant externe et une mise en place d'un applicatif qui vise à sa sécurisation, un serveur de monitoring pour l'ensemble du réseau afin de détecter de probables anomalies, une automatisation de la récolte d'informations sur l'ensemble du parc informatique et une modification, amélioration de la salle serveur. Donc toute une série de choses qui ont été mises en place en vue d'améliorer la sécurité au sein de notre administration. Voilà. Si vous voulez plus de détails, moi je vous invite à aller consulter le cadre général du contrôle interne qui a été présenté par notre directeur général en septembre dernier et dans lequel il y a un point détaillé pour la sécurité informatique, le point 5, point 7, où on reprend en fait tout ce qui est en cours, tous les projets à court et moyen terme et tout ce qui a été réalisé. Merci Julien. Pierre ? Merci pour ces réponses rassurantes. Je suis heureux d'entendre que la sécurité informatique est une priorité. Donc, voilà. Merci. Voilà, c'était la dernière question, vu que nous avons abordé les questions d'actualité en début de conseil communal. Et donc, notre prochaine réunion se déroulera le lundi 19 décembre. D'ici là, ce samedi, à partir de 10h, si je ne me trompe pas, Julien, la commune d'Écosine organise son jogging, une boucle de 5, une boucle de 10, enfin 2 boucles de 5 pour faire les 10 à partir. Voilà. Inscription à partir de 8h30 et rendez-vous donc au hall polyvalent rue de Saccoigny. Je vous souhaite d'ici là une bonne soirée et une bonne suite de semaine.